Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les débats d'O2 pour cette deuxième émission consacrée à l'échec scolaire. Nous sommes toujours avec Juliette Speranza, elle est doctorante en philosophie, conférencière, enseignante et auteure de cet ouvrage, L'échec scolaire n'existe pas, un ouvrage qui est paru aux éditions Albin Michel, un essai qui propose de renverser notre modèle éducatif en valorisant et en s'adaptant à la diversité des élèves. Bonjour Juliette. Bonjour. Et également avec nous Léa Magalès. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes responsable du soutien scolaire à la société O2 et également enseignante. Le thème de cette deuxième émission est le suivant: comment identifier un risque d'échec scolaire chez son enfant. Vous pouvez revoir la première émission dont la question était basiquement qu'est-ce que l'échec scolaire. Vous pouvez le regarder sur la page Facebook O2 Care Service. Certaines questions, réponses en lien avec aujourd'hui ont déjà été plus ou moins abordées, mais vous aurez ainsi le maximum d'informations pour appréhender et comprendre ces débats importants. Voilà pour cette introduction un poil longue, mais qu'il fallait quand même dire pour cette deuxième émission. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Léa. Quelques conseils pratiques pour les parents qui se demandent si leur enfant est en échec scolaire ou non. Est-ce qu'il y a des premiers signes sur lesquels il est peut-être bon de s'interroger ? Oui, alors effectivement, il y a des premiers signes. Donc, on a parlé lors de la première émission des signes physiologiques, du stress, problème de sommeil, pas envie d'aller à l'école, baisse de motivation. Et souvent, ce qui alerte dans un premier temps les parents, c'est les notes et la moyenne qui baisse. Voilà. Ces notes. Donc, c'est toujours autant stressant pour l'enfant que pour les parents de voir sa moyenne baisser. Et puis, il y a d'autres troubles qui peuvent être associés. Alors, sur la partie effectivement primaire, on a également les troubles d'apprentissage qui sont aujourd'hui beaucoup pointés du doigt. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais des enfants qui peuvent être détectés avec des troubles neuroatypiques, 10, TSA, troubles de l'attention avec hyper ou sans hyperactivité, pardon. Et puis, arrivé au collège, on a aussi cette partie de changements hormonaux, crise de l'adolescence, envie de se rebeller, envie de dire non. Je comprends ça, j'ai un ado à la maison, je peux vous le dire. Voilà, et donc… 12 ans, collège, voilà, bien. Effectivement, et donc du coup, c'est une période aussi compliquée où les élèves se cherchent et c'est une période qui est pleine de questionnements, tant pour la famille que pour les enfants. Ça veut dire qu'il y a des signes spécifiques finalement pour les âges, et puis après le collège, on arrive au lycée, ça aussi c'est une étape difficile. C'est ça, oui. Alors 80% des élèves effectivement vivent des difficultés du passage du collège vers le lycée. Donc la seconde, c'est vraiment une très très grande étape où on a besoin de se réadapter, de comprendre aussi ce que les enseignants vont attendre de nous, parce que c'est plus les mêmes, on change de cycle et donc on n'est plus du tout dans les mêmes apprentissages. Et donc c'est important aussi de pouvoir accompagner ces enfants à mettre du sens, à comprendre ce qu'ils doivent faire et puis après à aller aussi vers le chemin de l'orientation. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'avant, on leur demandait d'apprendre par cœur. Là, c'est plus forcément le cas au lycée. On leur demande d'avoir des idées, d'organiser peut-être un peu mieux leur réflexion. Vous avez parlé de l'orientation et des choix de spécialité aussi. Juliette, en fait, on demande, j'ai l'impression parfois, qu'on demande à certains jeunes de 18 ans, pas de choisir, mais de savoir quel métier ils effectueront plus tard. Je trouve que c'est une sacrée pression quand on est jeune comme ça. Oui, puis ça commence bien avant, puisque ça commence vraiment avec le lycée, en fait, voire avant le lycée pour ceux qui vont partir dans d'autres filières. Donc, effectivement, on peut se poser la question de la légitimité, finalement, d'imposer un cursus, quel qu'il soit, d'ailleurs, que ce soit professionnel ou non, parce qu'on dit souvent des filières professionnelles. Oui, c'est ça. Il y avait une pression aussi là-dessus déjà. Oui, alors… Il faut aller en général, quoi. Voilà. Alors, du coup, on va se retrouver avec des enfants qui s'épanouiraient en ayant un métier finalement manuel et puis vraiment adapté à leurs talents, à leurs appétences, à leur manière de fonctionner. Donc, on va se retrouver avec des enfants qui vont être orientés vers des filières générales, alors qu'eux seraient mieux dans des filières plus professionnalisantes. Souvent, c'est les parents qui Bien sûr, qui disent ça. Les parents, et puis du coup, de l'autre côté, c'est l'institution parfois qui fait un petit peu le tri et suivant des critères qui sont effectivement pas légitimes parce qu'ils ne s'appuient pas sur les centres d'intérêt de l'enfant. Donc déjà, on leur demande de savoir… Moins la moyenne est bonne, plus on va être orienté vers une filière professionnelle, si je veux caricaturer un peu. C'est vraiment dommage parce que du coup, effectivement, ça nuit aux professionnels, ça nuit au général. Enfin voilà, il faudrait vraiment
J'ai l'impression que ça tend à se diminuer un petit peu, ça, ou c'est juste une vue de l'esprit. J'ai l'impression que les filières professionnelles tendent un peu à être revalorisées actuellement. Oui, mais en tout cas, il y a un travail qui est fait, il y a des Mmh. efforts qui est fait de la part effectivement des collectivités, Et puis une tension du marché du travail aussi. Hein. Ouais, oui, ah bah oui, non, mais de toute Mmh. façon, mais là pour l'instant, la tension, elle est encore palpable. Ouais. J'ai le sentiment qu'au niveau du marché Oui. du travail, on voit bien quand même que ça coince, que voilà, il y a beaucoup de place dans certains métiers, il n'y en a plus du tout dans d'autres. Donc voilà, Ça, mais il faut aussi être à l'écoute de ce que veut faire l'enfant. Mm. C'est encore une fois plus large finalement que la problématique de l'école. Hein. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu la première émission, mais je leur reprécise, vous avez été enseignante dans l'éducation nationale, Juliette, quasiment à tous les niveaux. Donc vous l'avez vu ça, que c'est pas qu'au lycée que ça se détermine, et même au collège, les enfants, ce que vous disiez, hein, mais vous l'avez senti dès le début, vous. Non, des enfants sont stigmatisés dès tout petit, Dès la et du maternelle, coup, nécessairement, ça va conditionner leur cursus, ça va conditionner, je parle dans mon livre du fameux effet Pygmalion, qui fait que en fait, ce que va projeter l'enseignant sur l'élève va influer sur la réussite, sur les résultats de l'élève, sur son travail, sa motivation, etc. Donc il y a des choses qui se jouent finalement dès tout petit, parce qu'un enfant peut être stigmatisé Mais- pour des toutes petites choses très subtiles, parce que il compte pas autant que, il connaît pas la comptine numérique, pour reprendre le langage académique, autant que ses camarades, ou il n'écrit pas au même moment, alors que parfois, souvent, ce sont des enfants qui vont développer ces compétences un peu plus tard et qui en ont développé d'autres, mais qui ne sont pas scolaires, donc qui sont passés inaperçus. Et pour ces choses-là, il y a beaucoup d'enfants qui sont stigmatisés et qui vont effectivement être petit à petit mis à l'écart des filières générales. Et on parlait la dernière fois des dispositifs. Les dispositifs jouent aussi un rôle là-dedans. Donc c'est pour ça que... Et même les parents, parce que j'ai l'impression que les parents qui ont effectué un cursus professionnel vont même essayer quand même à ce que leurs enfants ne suivent pas forcément leurs traces. Ça veut dire qu'on est un peu plus large que sur l'enfant. C'est-à-dire que même les parents vont dire... même moi qui ai suivi un cursus professionnel, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à aller en général. On parle de voie royale finalement encore. Et aujourd'hui, malgré la réforme du bac 2021, on est quand même dans cette idée de finalement de spécialité en fonction, on va dire, des forces de l'enfant. Mais ce que dit Juliette, c'est intéressant, c'est permettre aussi à l'enfant d'exprimer son potentiel dès tout petit, parce qu'il est là, il existe. L'enfant a envie d'apprendre, on est programmé pour apprendre, et donc permettre à l'enfant de développer ce potentiel aussi pour, pourquoi pas, aller vers une filière professionnelle ou technologique en fonction aussi de ses attraits et de sa motivation. En fait. Et puis plus il le développe, plus on le voit, plus on peut se dire que c'est mieux d'aller dans telle ou telle filière, effectivement, et de ne pas aller sur cette voie royale si c'est pas pour l'enfant. Il y a des rendez-vous réguliers quand même, Juliette, avec l'éducation nationale, des rendez-vous qui peuvent d'ailleurs aussi un peu déstabiliser. Alors déstabiliser qui les parents, les enfants, c'est assez fréquent. Comment on doit réagir face à ça ? Alors, vous dites qu'il y a des rendez-vous réguliers. Alors, à mon sens, il n'y en a pas assez. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez, mais on y reviendra sans doute plus tard, mais il n'y a peut-être pas assez de collaboration parents-enseignants, à mon sens. Et les rendez-vous, il y en a beaucoup quand l'enfant a des difficultés ou quand l'enfant pose problème. Et la manière dont il faut déjà, par rapport au vécu des parents, c'est vrai qu'il faut que les parents aient bien à l'esprit que le fait d'être convoqué ou que son enfant soit désigné entre guillemets, même si c'est pas fait toujours de manière brutale, mais bon, que l'enfant soit désigné comme un enfant qui pose problème dans la classe ou qui a des grosses difficultés, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Donc il faut aussi apprendre à prendre du recul par rapport à cela et à vraiment se focaliser sur ce qui n'est finalement qu'une étape. Voilà, il ne faut pas tout de suite s'imaginer que, en revenir à cette notion d'échec, de fatalité, considérer que l'enfant est dans une impasse parce qu'on est très très anxieux, on a une énorme pression vis-à-vis de cette notion de réussite scolaire et voilà, il ne faut pas s'engouffrer là-dedans parce que nous-mêmes, on va aussi stresser, on a parlé du stress déjà, stresser, mettre la pression sur l'enfant et finalement lui renvoyer une image de lui-même et une estime de lui qui va être compliquée, enfin qui va pas forcément l'aider il va pas forcément être suffisamment armé dans la vie si il sent en permanence qu'il est en situation de difficulté, en situation d'échec. Donc vraiment pour les parents, il s'agit vraiment d'essayer de prendre du recul et de traiter les choses une par une, étape par étape, de se faire bien entourer et puis aussi d'essayer dans la relation avec les enseignants
de trouver un équilibre dans la relation avec les enseignants, de ne pas être trop en retrait, Oui. parce que du coup, voilà, on a tendance vraiment à séparer école et famille, mais à un moment donné, il faut que le dialogue se recrée. C'est d'ailleurs ce que vous dites dans le livre, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est la coéducation, c'est comme Oui. ça que vous l'appelez. Ça arrive à la fin d'ailleurs de l'ouvrage, dans le chapitre 14, ça c'est pour montrer que j'ai bien lu le bouquin et regardé Bravo. les chapitres, non c'est pas ça, mais c'est un moment important, Juliette, cette coéducation, en tout cas, ça permet d'augmenter, de développer l'efficacité des relations et peut-être d'éviter cet échec scolaire. On parle d'échec scolaire, vous le dites dans le livre, c'est pas forcément parce qu'un enfant est inadapté ou ne rentre pas dans le moule de l'éducation nationale que sa vie sera un échec. Et j'en veux pour preuve, Léa, quelques personnalités éminentes, alors moi j'ai mis éminentes, mais qui n'étaient pas forcément des bons élèves, mais qui ont eu une carrière exceptionnelle. Alors Albert Einstein, par exemple, preuve qu'on peut être dyslexique et inventer la bombe atomique. Bon, ça c'est, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais enfin voilà, il a quand même une sacrée carrière de physicien. Mais ce qu'on connaît peut-être moins, Léa, c'est la vie de la romancière Agatha Christie, Hercule Poirot. Effectivement. Oui, alors Agatha Christie est donc dysorthographique. Et donc, pour les parents qui ne connaissent pas forcément la dysorthographie, c'est des troubles en fait liés à la capacité d'écrire et donc la partie orthographe. Et donc, la lecture et l'écriture deviennent très compliquées pour les enfants. Et donc, effectivement, Agatha Christie, qui a une imagination débordante, en a pour autant fait sa carrière, Ouais. voilà, une belle carrière littéraire. Et donc, ça veut dire que malgré les difficultés, malgré tous les troubles aussi qui peuvent être associés, on peut toujours trouver du potentiel, on peut toujours l'exploiter. Et c'est la motivation qui permet aussi de surpasser ces difficultés. Donc ça, c'est important. Et quels sont justement, Léa, les différents diagnostics qu'on peut poser sur un trouble ou sur une difficulté ? Alors, par rapport à l'échec scolaire, effectivement, il peut y avoir soit des difficultés, soit des troubles. Le trouble, on est sur quelque chose de très permanent, c'est-à-dire que voilà, il y a un diagnostic qui est fait derrière. Dyslexie, moi j'avais noté Voilà. dyspraxie, dyscalculie, précocité. Dysorthographique, Ouais. oui, effectivement, TSA, TDAH. Donc là, on est vraiment sur un trouble détecté avec une prise en charge derrière, paramédicale, orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, etc. Et puis à côté, on peut avoir aussi des difficultés d'apprentissage qui sont plutôt liées là à un moment, à un état. Ça peut être en lien aussi avec une situation que l'enfant vit, un divorce, une séparation, un décès, des problématiques à l'école, du harcèlement scolaire. Voilà, et tout ça, on va pouvoir le détecter à travers une baisse de la motivation, une baisse des notes, des problématiques plutôt physiologiques, gestion des émotions, gestion du stress, l'enfant qui manque d'appétit, qui a des maux de tête, etc. Donc il va y avoir plein de signaux, on va dire, associés. Mais là, on est sur une difficulté en fait où on peut remédier, où vraiment on va pouvoir accompagner l'enfant pour les surmonter. Voilà. C'est deux choses bien distinctes. Juliette, est-ce que derrière l'échec scolaire, il y a forcément un diagnostic ? Vous pouvez vous allonger, on en a pour 2 heures. Et je rebondis sur votre question tout à l'heure, déjà avant de répondre à celle-là, pour pas qu'on se fasse disputer par les psychologues, du coup on ne diagnostique pas au potentiel, on le détecte. Ouais. On dit tout le temps dans le langage C'est pas une maladie, courant quoi, qu'on les ça, pour diagnostique. vous dire. Voilà, c'est Ouais. ça. Les psychologues en ce moment insistent beaucoup là-dessus, ils ont raison. Voilà. Alors pour en revenir du coup à cette question sur les diagnostics, alors c'est une question qui est vraiment d'actualité parce que il y a de plus en plus de diagnostics et de plus en plus de difficultés scolaires vont faire l'objet d'un diagnostic. Et en fait, il s'agit vraiment de faire le tri d'une certaine façon parce que ces diagnostics sont des diagnostics qu'on appelle cliniques, c'est-à-dire qui sont basés sur l'observation. Et il s'agit vraiment de faire le tri entre les diagnostics qui vont être utiles et qui vont être utilisés de manière pertinente à l'école et les diagnostics qui finalement sont plus stigmatisants qu'autre chose. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est vraiment à double tranchant. D'un côté, ça peut permettre de faire de la différenciation, d'adapter, d'individualiser les contenus, mais on l'a dit la dernière fois, les enseignants ont beaucoup de mal à individualiser, à différencier. Et puis il ne faut pas stigmatiser du coup. Et voilà, donc c'est très c'est ça. compliqué. Et voilà, du coup, il y a cet autre penchant-là qui va être la stigmatisation. Donc par rapport au diagnostic, c'est normal parce qu'ils sont en train d'émerger, mais il faut vraiment qu'on soit
les uns les autres très prudents, et puis que les parents qui nous regardent sachent aussi, s'ils ont fait l'objet d'un diagnostic récemment, que c'est quelque chose qui est très fréquent et qui parfois est finalement la pathologisation d'une petite particularité, d'un petit, qui n'est pas forcément, on parlait du contexte la dernière fois, qui n'est pas forcément une pathologie, une difficulté en soi, mais qui fait que dans le contexte scolaire, ça bloque un petit peu. Sensibilité au bruit, par exemple. Oui, voilà, des choses comme on ça. avait évoqué ce point la dernière fois. Voilà, des petites choses qui vont être considérées comme des pathologies. Moi, j'ai peur des sonnettes d'entrée. C'est vrai. Alors là, ma sonnette est en panne. Il y a un mélange de tout, psychologique, physiologique, je ne sais pas. Mais là, j'ai pas de sonnette actuellement, donc je suis pas en difficulté. Voilà, donc c'est pareil à l'école finalement. Donc voilà, bien faire attention à ça, à ces difficultés ces particularités qui sont désignées parfois comme une problématique en soi, alors qu'elles sont une problématique dans l'environnement scolaire. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la maison, finalement, ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer, et qu'à l'école, il peut y avoir un moment où on se dit ça c'est bizarre, à la maison, il ne se comporte pas comme ça, et à l'école comme ça. Ça veut dire que l'enfant, même nous d'ailleurs, entre on va dire le travail au bureau et chez nous, on se comporte différemment. Oui, et c'est la problématique, encore une fois, des effectifs qui fait que ça devient complexe pour les enseignants, pour l'école. Et puis, c'est pas encore dans la culture scolaire, même si on va y venir, je pense qu'on va y arriver un jour, d'adapter l'environnement a priori, en fait, pour que l'environnement soit plus adapté à cette diversité, soit plus accessible de manière évidente parfois pour les enfants qui sont dans des situations de handicap visibles, mais aussi toutes ces petites particularités qui vont faire que l'enfant n'est pas en condition d'apprendre si ces particularités ne sont pas respectées. La troisième émission sera consacrée aux solutions, évidemment, de ce risque d'échec scolaire. Léa, on a parlé dans la première émission, notamment sur les effectifs en classe. Est-ce que, Juliette, c'est votre avis que je demande, mais est-ce qu'une première des solutions, c'est peut-être, si on veut pouvoir différencier, s'adapter à la diversité de ses enfants, réduire le nombre d'effectifs par classe? Est-ce que c'est une solution, entre autres? Alors, solutions c'est une grande solution, on va dire, logistique, concrète. Après, il y a un énorme travail à faire pour moi sur l'éthique de l'institution, plus que l'éthique des enseignants en particulier. Voilà. Cet engagement que l'institution va avoir vis-à-vis des enfants, les exigences qu'elle va avoir par rapport à chaque école, par rapport à l'accueil des enfants, leur suivi. On a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là aussi. Donc, il y a le pratique, il y a aussi le moral, l'éthique, la culture scolaire à travailler, je pense. Je vous ai demandé tout à l'heure comment on pouvait réagir avec l'éducation nationale. Léa, comment on fait pour, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dédramatiser peut-être les parents, pour les parents et aussi peut-être pour les enfants? Je pense que c'est le bon terme parce que ça peut être un drame en fait au sein de la famille. Échec, drame. Effectivement, c'est des mots très forts en fait, mais c'est ce que vivent effectivement les familles aussi. Alors déjà, c'est toujours la même chose, donner du sens en fait à l'enfant, comme disait Juliette. À un moment donné, on a une difficulté liée à un environnement. Voilà, tu n'arrives pas à te concentrer en classe, à l'école. Pour autant, à la maison, peut-être que tu y arrives très bien et tu arrives à faire tes devoirs. Donc voilà, trouver du sens, donner du sens à l'enfant, échanger, discuter. Ça, c'est très, très important. Valoriser aussi l'enfant. En tant que parent, essayez de donner 2 ou 3 compétences de votre enfant. Souvent, on le demande aux enfants et ils ne trouvent que des défauts chez eux. Oui, l'échec, leur situation à l'école ne les définit pas, quoi. Exactement, c'est ça. C'est ce que vous aviez dit la dernière fois. Et ils ont plein de qualités, de potentiel, de compétences, et c'est partir aussi de leurs forces pour les permettre de se valoriser et justement de s'ouvrir aussi à autre chose. Quand il y a des conflits dans la vie, que ce soit en voisinage, on nomme parfois un médiateur qui est une sorte de tierce personne qui va avoir et du recul parce que c'est pas lui qui a porté l'enfant, éduqué l'enfant et tout ça. Est-ce qu'une tierce personne peut avoir un intérêt justement dans ces conflits ou dans ce drame que peuvent vivre certaines familles? Oui, effectivement. Alors, chez O2, on nous appelle beaucoup pour permettre d'apaiser en fait les tensions familiales, puisque on arrive à un moment où les parents et les enfants en fait sont en rupture, ils ne veulent plus parler de l'école, notamment le soir à table. C'est plutôt sympa avant d'aller se coucher, et ils ont envie qu'une tierce personne prenne le relais pour accompagner l'enfant, et justement le soir à table on parle d'autre chose que ce qui s'est passé à l'école, que des devoirs, que de la prochaine évaluation.
Et on sent vraiment aussi une espèce de sérénité qui revient, une relation aussi familiale qui s'apaise et qui se recrée en fait. Et C'est ça, vraiment c'est un travail intéressant. sur soi et pour les parents et pour l'enfant parce que, je prends un exemple très perso, mais du coup ce matin moi je suis parti et c'est vrai que j'ai dit tout de suite à mon fils, déjà arrête de prendre ton téléphone une demi-heure avant d'aller à l'école, machin. Et je lui ai mis une sorte de pression directe finalement avant d'aller à l'école et pour autant j'étais déjà en train de travailler sur cette émission. C'est quand même pas simple hein, de se mettre dans cet état d'esprit même en tant que parent. Bien sûr. Les parents, après, effectivement, le message qu'on peut leur porter aujourd'hui, on leur donne, on essaie de leur donner des clés, Oui, de parler du phénomène. Il ne faut pas s'auto-flageller non plus. Mais il ne faut pas s'auto-flageller parce que, voilà, on l'a dit la dernière fois, on est aussi, nous, dans un contexte où on doit travailler, on doit aller vite, on doit obliger, quand on a plusieurs enfants, nos enfants à faire les devoirs, mais on ne peut pas être à 100% avec eux. Alors que parfois, quand on est à 100% avec eux, on le voit bien, la différence aussi parfois famille nombreuse, alors, ça ne fait pas tout, mais la différence famille nombreuse, enfant unique, la maman ou le papa qui a le temps de passer du temps à faire les devoirs avec son enfant, et l'enfant à qui on dit fais tes devoirs, dépêche-toi, dans 1 heure, il faut que ce soit fait, il n'y a pas le même rendu parce que parfois ils ont besoin assez tard d'être accompagnés. Donc c'est vrai que cette gestion des on fait aussi avec ce qu'on a, on compose aussi avec notre situation. Les tierces personnes, et vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure Léa, mais comment on doit se comporter avec l'éducation nationale et tout, mais quels sont les acteurs en dehors des enseignants ou même les enseignants à qui on peut s'adresser? Alors vous en avez parlé aussi Juliette, les psychologues, ergothérapeutes aussi. Il y a d'autres acteurs qu'on peut identifier comme ça pour nous aider? Oui, effectivement. Alors, quand il y a un diagnostic qui est posé par rapport à un trouble, on en parlait tout à l'heure, il y a une équipe paramédicale, en tout cas, qui va se coordonner avec un neuropsychologue, ergothérapeute, orthophoniste, psychologue, psychomotricienne. Donc voilà, il y a plein de professionnels, en tout cas, qui vont être là pour accompagner l'enfant et la famille. Alors après, il y a un travail aussi de coordination à faire avec les enseignants, puisque le but, c'est que en tout cas, qu'il y ait vraiment quelque chose de linéaire pour l'enfant. Qu'on ne mette pas une approche pédagogique en place à l'école et que derrière, l'orthophoniste ou un autre professionnel détricote. Donc, il faut vraiment, pour le bien-être de l'enfant, que ça puisse se coordonner. Et souvent, ce poids-là, ça repose sur les parents, malheureusement, puisque c'est eux qui vont faire un petit peu le messager entre les différents acteurs. Et c'est important de pouvoir se projeter et d'avoir aussi confiance, donner de la confiance aussi aux enseignants qui accompagnent nos enfants. On n'a pas parlé, mais est-ce que l'infirmier scolaire, parce qu'on entend souvent l'infirmier scolaire, quand on a des carnets de correspondance, l'infirmier scolaire passera dans l'école ou passera dans la classe, c'est un bon interlocuteur aussi? Effectivement, alors sur le premier niveau, donc plutôt au niveau primaire, ça va plutôt être le médecin, mais qu'on voit peu régulièrement, du fait aussi du nombre d'élèves. Et l'infirmier scolaire a plus de proximité avec les élèves au collège et au lycée, et on peut parfois aussi facilement, ou les jeunes facilement se confier à un infirmier sur des difficultés. Quand je vous parlais de maux de tête, maux de ventre, ces élèves-là, ils vont aller à l'infirmerie. Et là, c'est des signaux, des fois, que les infirmiers vont repérer. Et après, commencer à en parler aux CPE, aux enseignants, etc. Ils peuvent créer du lien. Peser dans les aménagements aussi, ils peuvent aussi... Exactement. Après, pour les aménagements scolaires, des tiers-temps, l'usage d'un ordinateur, ou d'autres outils qui peuvent favoriser aussi la concentration et le développement de l'autonomie du jeune. Ouais. On a évoqué plusieurs fois le mot ergothérapeute. Juliette, c'est aussi un acteur important selon vous avec l'enfant, avec l'enseignant, avec les parents? Oui, alors on n'en voit pas beaucoup dans les écoles entre guillemets classiques, on voit pas beaucoup, mais dans les écoles spécialisées, dites spécialisées, puisqu'il y a encore les écoles ordinaires et les écoles spécialisées, on en voit beaucoup et c'est là que j'ai pu observer leur travail. Elles font un travail extraordinaire justement, elles se préoccupent. Alors évidemment, on a des enfants qui ont forcément... C'est les femmes a priori, les ergothérapeutes. Ah pardon, je n'ai vu que des femmes pour l'instant, pardon pour les hommes. Non, je plaisante. Mais non, c'est vrai que ce sont des professionnels qui ont le souci vraiment... encore une fois, d'adapter au mieux, de faire en sorte que l'enfant puisse travailler, apprendre, exprimer son potentiel dans des conditions correctes et qu'il ne soit pas finalement pénalisé par rapport aux autres. Et ils perçoivent des détails physiques, physiologiques, évidemment, c'est leur métier, que nous, on ne perçoit absolument pas, qui des fois font vraiment la différence. Et en général, on les voit dans un contexte extrascolaire
pour ce qui est de l'école ordinaire, évidemment. Je vous taquinais sur la féminisation, mais c'est juste parce que page Oui, vous avez raison. 220, on va parler de la maman aussi. Alors, je vais faire en sorte que mes fiches tombent pas, mais je m'étais mis un petit... Voilà, vous dites à un moment, de la mère castratrice à la mère réfrigérateur, notre culture est biberonnée à la culpabilité maternelle. Le niveau des enfants est imputable en priorité au rôle de la mère, comme on peut le lire par exemple dans cet extrait d'un livre de Françoise Dolto. Le retard de langage et le retard psychomoteur plaient des enfants des villes et qui font de ces enfants des retardés pour rentrer à l'école provient du dérimage des besoins alimentaires excrémentiels et moteurs des petits. Dérythmage, dû surtout à l'ignorance des mères et à leur manque d'observation et de respect du rythme de besoin et de l'apparition du désir des enfants qui accompagnent leur développement sensoripsychique, lequel dépend de la relation langagière à la mère et non du dressage à la propreté. Dolto, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est un exemple, mais on a vraiment un condensé du poids qu'ont les mères finalement sur les épaules. Et on a à la fois finalement cet échec scolaire, cet échec hors de la maison, dans ce que va attendre l'institution, la société, le travail qui va être produit, et aussi à la maison, alors que voilà, les mères aussi, la plupart aujourd'hui, surtout encore plus aujourd'hui, travaillent, ont une activité professionnelle pour la plupart. Et, enfin, de toute façon, voilà, les rôles devraient être équitablement répartis. Mais c'est pas encore le cas. Et on ne devrait pas pointer du doigt ni les parents ni les mères qui font souvent, la plupart du temps, évidemment, parfois on a des situations problématiques, mais les parents sont quand même très souvent, effectivement, jugés. Voilà, malheureusement, voilà, je suis obligée de dire. Dites même relégués au rang des incompétents. Oui. Même si leurs difficultés sont souvent générées, et finalement on en revient un petit peu à l'essence même de votre livre, souvent générées par la rigidité du système. L'école ne tolère aucune accusation. Oui, c'est vrai que l'école est encore très... comment dire enfin, il y a une relation entre école et famille qui pour moi est vraiment à couteau tiré, enfin qui est vraiment assez violente d'une certaine façon. Je l'ai entendu beaucoup dans les salles des professeurs ou dans les classes. Les enseignants, pas tous évidemment, mais ont un regard, même les enseignants qui sont parents, ont parfois un regard sur les parents assez dur, effectivement. Ils perçoivent les parents qui ne comprennent pas quel est leur travail, et de l'autre côté, il y en a qui pensent qu'on fait de l'ingérence aussi dans la manière d'enseigner. Bien sûr, et tout ça, alors qu'en fait, on a vraiment besoin de travailler ensemble. Et c'est vrai que les parents d'aujourd'hui, on leur demande de se mêler de l'éducation de leurs enfants. Ils ont un poids sur les épaules, enfin de l'éducation, de l'instruction, distinction, instruction, éducation, très importante en France. Mais voilà, on leur demande aussi d'en prendre une part en charge à la maison, avec le Covid évidemment, avec les devoirs. Donc, à un moment donné, les parents, et puis les parents d'aujourd'hui, on l'a dit, voilà, sont très impliqués, sont très soucieux de cette scolarité. Mais ça veut dire qu'on parle de la coéducation, mais ça veut dire, là, Juliette, qu'ils sont en gros présumés coupables de l'échec, les parents? Ça fait, en grande partie, alors que... J'ai l'impression qu'on fait que des titres d'émission, présumés coupables. Alors, pas totalement, évidemment, hein, mais en partie, souvent, alors que... je pense qu'on ne se rend pas compte, enfin je pense qu'il y a vraiment un décalage. On peut parler justement de la culture scolaire dont je parlais tout à l'heure, dont je parle dans le livre. Il y a vraiment un décalage qui est dû à cette culture scolaire, une culture qu'ont va avoir les enseignants évidemment pour la plupart. Il y a des enseignants un peu en dehors des clous qui sont intéressants, mais c'est vrai que les enseignants reproduisent des réflexes, des façons de penser, des méthodes de travail et vont supposer que les parents finalement ont compris ça, donc du coup forcément ils se retrouvent sans cesse confrontés à des manières de penser, des manières de travailler, une hiérarchie dans l'importance de certains travaux, de certains documents administratifs, que sais-je, d'une certaine manière de fonctionner. Et ils vont se retrouver vraiment confrontés à des cultures différentes, à des manières de penser différentes. Et du coup, ils vont vraiment rentrer. Il y a une forme d'hostilité qui va se créer parce qu'on ne se comprend pas. La coéducation, c'est d'essayer d'arrêter peut-être ces relations protocolaires qu'on peut avoir avec l'enseignant. Oui. J'aime bien le terme de protocolaire. Oui, c'est un terme que j'emploie souvent, effectivement. Ah bah, je l'ai pas trouvé. Je le place souvent aussi, mais parce que c'est vraiment le mot qui définit, vous avez raison, le monde de l'école. C'est très protocolaire. Effectivement, si on ne connaît pas le protocole, si on ne connaît pas les codes, si on ne connaît pas la manière de faire, on va être ostracisé. Et bon, voilà. Et c'est pas forcément
dû à l'origine sociale. On l'attribue souvent à l'origine sociale des familles. Ce n'est pas forcément dû à l'origine sociale, c'est plus subtil que ça. Et c'est vrai que il y a vraiment besoin de réconcilier, en fait. Voilà, il y a vraiment besoin de réconcilier enseignants et parents pour qu'ils travaillent ensemble et pour qu'ils travaillent à se comprendre, à se connaître et à apprendre à travailler ensemble et à comprendre pourquoi l'un agit de telle manière. On arrive à la fin de l'émission, mais juste on prend souvent exemple, Juliette, sur les pays nordiques en termes d'éducation, notamment la coéducation. Je pense qu'elle doit faire partie. En Finlande, notamment, c'est beaucoup utilisé, je crois. Oh bah oui, en Finlande, il y a une relation, mais vraiment, dans quasiment tous les pays qu'on peut, dans énormément de pays, la relation est beaucoup moins protocolaire, pour reprendre le terme. Mais en Finlande, il y a vraiment une proximité entre enseignants et parents qui va vraiment. Enfin, il y a des études qui l'ont prouvé, qui l'ont attesté, que le partenariat école-famille influait sur la réussite des élèves. Donc voilà, il faut vraiment, à mon sens, insister là-dessus. Et bon, les parents ne peuvent pas le faire tout seuls, mais ils peuvent faire un pas, essayer de faire un pas vers les enseignants. Allez, on va bientôt se quitter. Léa, un petit conseil, vous aussi, pour les familles qui se posent des questions? Je pense que je reprendrai ce que Juliette dit, faire preuve de bienveillance, en fait, bienveillance envers les enseignants, parce que ce n'est pas un métier facile. Faire preuve de bienveillance, que les enseignants fassent preuve de bienveillance aussi envers les parents, parce que c'est clairement pas un métier facile non plus. Et puis faire preuve de bienveillance envers l'enfant et faire confiance à leurs enfants. Ça, c'est essentiel aussi. Bon, ça marche. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est la fin de cette deuxième émission. Vous pouvez la retrouver en intégralité, comme la première, sur la page Facebook de O2 Care Service, ainsi, donc je le disais, celle de la dernière fois consacrée à qu'est-ce que l'échec scolaire. La semaine prochaine, toujours avec vous, Juliette, et vous, Léa, on évoquera heureusement quand même les solutions pour lutter et accompagner les enfants contre l'échec scolaire. À bientôt, merci.